Alors, merci à tous de nous avoir rejoints pour cette session, pour ce webinaire. Nous allons passer environ 30 minutes ensemble. Donc, je suis Delphine Bouisset, je suis responsable du marketing chez Assis et je suis accompagnée de Jérémy Bernard qui est consultant SIRH chez nous. Bonjour, je suis effectivement consultant SIRH. Je suis également responsable méthode et qualité des services chez Assis, ce qui consiste à proposer des outils et des processus cohérents à nos équipes en interne, mais également à nos clients. Et j'ai la particularité ou la chance de donner des cours depuis 5 ou 6 ans déjà à différents niveaux et actuellement à l'IGR IAE de Rennes, donc en Master 2, à des étudiants en formation initiale, donc entre 22 et 23 ans, et des professionnels déjà en poste, en reconversion notamment. Donc c'est particulièrement intéressant parce que ça me permet d'échanger sur le SIRH et d'aller chercher aussi des retours d'expérience intéressants. Super. Donc, on va passer dans 30 minutes ensemble. On va essayer de faire en sorte de vous parler pendant 20 minutes pour garder 10 minutes de questions-réponses. On va essayer d'être aussi très pragmatique puisqu'on sait que c'est ce qui nous intéresse et nous intéresse. Donc, on va essayer de définir d'abord l'autonomie en gestion des temps, quel périmètre, sur quels outils. On va vous présenter une pyramide que nous, on aime bien, qui s'appelle la pyramide des processus RH, pour essayer de comprendre un petit peu les temps passés et les temps perdus sur l'administratif aussi, et puis comment on peut améliorer ces temps pour créer un peu plus de valeur dans nos fonctions, dans nos métiers de tous les jours. Et puis on voudrait vous donner quelques conseils aussi qui sont issus de notre vécu autour des projets chez nos clients, sur ce qu'on a vu, de ce qui marchait, de ce qui marchait moins bien quand on met en place l'autonomie dans les équipes et nos clients. Et bien sûr, c'est chez nos clients. Quand je dis chez nos clients, ce sont nos clients privés et publics, puisqu'aujourd'hui, on intervient dans tous les secteurs d'activité, et à la fois dans les établissements publics, dans le secteur de la santé, dans le milieu hospitalier, dans les grandes collectivités, et puis aussi dans tous les secteurs privés, tous les secteurs d'activité. Très rapidement, en 2 mots, donc Assis est éditeur et intégrateur de solutions de gestion des temps et de planification. On travaille bien sûr dans l'écosystème du SIRH. Je vous laisserai lire les chiffres clés, et puis vous recevrez la présentation en fin de webinaire. Juste pour vous dire qu'aujourd'hui, nous, on est présent sur le marché avec 2 solutions. Une qui s'appelle Chronos et qui fait de la gestion des temps et des activités, de la planification automatique, et qui est plutôt orientée sur les grandes entreprises et grands établissements. Et puis une qui s'appelle Sourcis, qui est proposée en SaaS uniquement et qui est plutôt pour les PME. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, on a une vision assez exhaustive des pratiques du marché et de la gestion du changement chez nos clients, quelle que soit leur taille d'activité aussi. Alors pour débuter, ce que je vous propose de faire, c'est de regarder ensemble cette pyramide des processus RH, ce qui va nous permettre de comprendre, et même si vous en doutez un petit peu déjà, pourquoi on aurait intérêt à aller chercher l'autonomie des salariés, et comme on vous le mettait en titre, d'aller chercher la libération en quelque sorte des RH, si on exagère un petit peu. C'est une pyramide qui nous est proposée par le professeur Besser-Dehors, qui l'utilise depuis déjà presque une vingtaine d'années. Mais ça va être intéressant de mettre en relation cette pyramide utilisée depuis déjà 2 décennies avec un chiffre qu'on vous donnera tout à l'heure. Vous avez au centre trois niveaux de pratique, on va dire, au niveau des services RH, à savoir l'administration du personnel, juste au-dessus, les politiques et les pratiques RH qui vont s'intéresser au recrutement, à la rémunération, à l'appréciation, à la formation, la communication RH, dont on entend beaucoup parler maintenant avec le marketing RH. Et vous avez un troisième niveau qui est beaucoup plus stratégique. On va travailler sur les processus où on va chercher à améliorer le fonctionnement en interne. Ce qui est intéressant, ce sont les chiffres à gauche et à droite. Vous avez à gauche le temps consacré. Cette pyramide théorique met en avant qu'on passerait dans un service RH 50% de notre temps à s'occuper de l'administration du personnel pour finalement ne passer que 10% de son temps sur les processus stratégiques. Ça se matérialise assez bien si vous prenez un service RH de 10 personnes. Finalement, vous vous dites que peut-être que il y a que le ou la DRH qui va s'occuper des processus, et 9 autres vont s'occuper des politiques et pratiques RH et l'administration du personnel. Je pense que ça se visualise assez bien dans un service de 10 personnes. Face à ça, vous avez la valeur créée. Ce qu'on se dit finalement avec cette pyramide, c'est que pour 50%
des personnes ou du temps consacré à l'administration du personnel, vous allez avoir en valeur créée à peine 10%. Alors que sur les processus stratégiques, le fait de réfléchir à des changements, de réfléchir à une culture d'entreprise, de réfléchir à du leadership au sein de l'entreprise, potentiellement, vous allez être amené à créer jusqu'à 50% de valeur. Et c'est ça qui est intéressant, c'est justement de faire la bascule en fait. Et c'est pour ça qu'on vous parle d'autonomie. C'est de se dire pourquoi pas libérer les RH, comme on le voit à gauche, en déportant cette administration du personnel sur le salarié pour que nos équipes RH qui aujourd'hui passent beaucoup de temps sur l'administration du personnel puissent en passer beaucoup plus sur les politiques et pratiques RH et ainsi aider l'entreprise à grandir. Je vais vous donner un exemple très simple sur la formation, par exemple. Si vous avez aujourd'hui une personne qui s'occupe des inscriptions, des formations dans votre entreprise, le fait de s'occuper des invitations, des relances, des inscriptions aux formations, c'est de l'administratif pur. La valeur ajoutée sur cette partie-là de la formation est quand même moindre, alors qu'on sait qu'on a des outils aujourd'hui avec les plateformes de learning, enfin de formation, qui nous permettent de tendre vers l'autonomie. Si cette personne-là se décharge de ce temps-là, potentiellement, elle pourra passer plus de temps sur la formation en tant que telle, sur les programmes de formation, sur le développement de partenariats au niveau de la formation, la communication autour de celle-ci. Donc voilà, ça c'est un exemple de bascule qui est possible et c'est pour ça qu'on vous parle aujourd'hui de l'autonomie. C'est parce qu'on a ce constat qui est théorique ici et qu'on va vous remettre un peu plus en pratique tout à l'heure. Ça, c'était au niveau des RH de façon globale. En tant qu'éditeur de gestion des temps, comme l'a dit Delphine, forcément, nous, on s'intéresse à ce pan-là, à cette brique-là du SIRH. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la gestion des temps? On va retrouver le temps de travail, le suivi d'activité, les badges. Alors, l'un peut servir à l'autre et inversement. Le self-service du salarié, les plannings, la planification optimisée et le reporting. Et en fait, ce que je viens de vous dire juste avant sur l'administration du personnel où on peut aller chercher du temps pour nos équipes RH, on les retrouve aussi sur ces sujets-là. C'est pour ça que nous, l'autonomie, ça quelque part, ça nous parle et qu'on essaye avec nos clients de tendre vers l'autonomie des salariés. Ce qui est intéressant par rapport à la pyramide qu'on a vue juste avant, c'est qu'on a une étude Segos de 2019 qui nous indique que les responsables RH passent 25% de leur temps sur des tâches administratives. Donc voilà, on vous a mis ces deux chiffres-là parce qu'on a une théorie juste au-dessus qui existe depuis des années et on sait qu'on est quand même pas loin de la vérité. Et on a un sondage plus récent qui évoque 25%, parce que peut-être aussi que ces 25% sont sur un vrai un temps perdu ou perçu comme tel. Donc voilà. Avant de continuer, Delphine va nous proposer un petit sondage. Effectivement, en fait, ce petit sondage pour vous demander quel est votre quotidien à vous, puisque cette différence entre la perception et la théorie de la pyramide nous intéresse beaucoup. Donc je vous laisse répondre et puis je vais clôturer. On a peu de répondants encore, je pense que ça va s'alimenter au fur et à mesure. Mais globalement, on a plus de 50% du temps passé sur l'administratif RH, plus de 25% ou plus de 50%. Okay. On pourra éventuellement revenir dessus peut-être. Oui, et je le laisse ouvert pour l'instant. Ça marche. Alors, se pose la question quand même du coup, qu'est-ce que l'autonomie? L'autonomie, on pourrait prendre la définition classique du dictionnaire. Elle est intéressante déjà. C'est la capacité de quelqu'un à être autonome, à ne pas être dépendant d'autrui, et c'est le caractère de quelque chose qui fonctionne ou évolue indépendamment d'autre chose. Ça, c'est la définition du dictionnaire. Nous, on vous met ici une image avec le véhicule. C'est un intervalle de temps, l'autonomie d'un véhicule, c'est l'intervalle de temps pendant lequel ce véhicule ou un appareil peut fonctionner sans nouvel apport d'énergie, de carburant ou sans intervention d'extérieur. Et l'analogie avec les RH est intéressante parce que, en fait, finalement, quand vous reportez ça au niveau du salarié, vous vous dites, il y a peut-être un challenge en quelque sorte. Quel est l'intervalle de temps pendant lequel mon salarié, mon collaborateur va pouvoir fonctionner seul
sans me solliciter, sans avoir besoin que je lui redonne des informations, sans avoir besoin que je lui redonne les consignes, que je lui redonne de la documentation, et va pouvoir ainsi fonctionner sans m'embêter, entre guillemets, me faire gagner du temps en quelque sorte, et lui se débrouiller, ne pas embêter son manager. Donc voilà, l'autonomie au niveau du salarié, elle est là, c'est le nourrir suffisamment, l'alimenter suffisamment, le former aussi suffisamment pour que il puisse se débrouiller seul. Et pour cela, forcément, on va avoir besoin d'outils. Je bascule. L'autonomie, on a tout y à y gagner. Je pense que si on en parle, c'est que vous avez bien compris que c'était surtout pour y gagner quelque chose. On vous a évoqué tout à l'heure le temps consacré qui devait diminuer de votre côté et la valeur créée, mais c'est pas tout. On a aussi la possibilité au niveau des RH et des managers, puisque c'est aussi décharger les managers pour eux de se recentrer sur leur métier, en plus du gain de temps. Et il y a aussi des gains qui sont peut-être moins tangibles grâce à l'autonomisation, pardon. Par exemple, sensibiliser les collaborateurs aux réglementaires RH. C'est pas forcément évident dans toutes les entreprises parce qu'il y a des réglementaires RH qui sont un peu plus opaques. Là, en les rendant autonomes, vous avez peut-être la possibilité avec certains outils de leur faire comprendre certaines notions RH. Je pense par exemple aux règles d'acquisition RTT. Peut-être qu'il a simplement retenu qu'il avait 12 jours de RTT par an, ce salarié-là. Et en fait, c'est pas tout à fait ça. C'est qu'il a 0,83 ou 0,90 par mois. Et ça, il va l'assimiler au fur et à mesure de l'utilisation des outils dédiés. Comme il va peut-être comprendre au bout d'une année ou deux, ou en tout cas, il a peut-être compris déjà, mais il va peut-être le retenir, c'est qu'il a le droit de poser 1 ou 2 jours de plus sur l'année suivante parce qu'il a le droit au reliquat. Ça, c'est du réglementaire RH et c'est quelque chose que parfois le collaborateur n'a pas forcément connaissance. Vous avez aussi la possibilité de gagner en marque employeur ou en fidélisation de la marque employeur. On sait que c'est quelque chose d'important aujourd'hui. Si vous prenez encore l'exemple de la gestion des temps, je vais être un peu égoïste, excusez-moi. Vous avez la possibilité avec certains outils de poser vos congés depuis votre téléphone, depuis votre canapé, avec votre conjoint en planifiant les vacances à venir. Donc ça, c'est tout bête en quelque sorte, mais quelque part, le salarié est content d'avoir ce genre d'outils mis à disposition. Ça va l'attacher, ça va le rendre certainement, ça va participer, on va dire ça comme ça, participer à sa fidélisation. On pourrait parler aussi de la qualité de vie au travail. Après, il faut trouver le juste équilibre, j'en parlerai tout à l'heure. Et vous avez aussi la possibilité de lui offrir un SIRH homogène. C'est-à-dire que si toutes les briques de votre SIRH, la formation, la gestion documentaire, la gestion administrative, les notes de frais, si toute cette partie-là est mise à disposition du salarié de façon cohérente, on va avoir un salarié qui aura plus de facilité à appréhender les outils et à s'y retrouver. Alors, l'autonomie en gestion des temps, alors on a mis GTA, excusez-nous, gestion des temps et des activités. L'autonomie. Je te coupe, Jérémy, parce que du coup, on a une question qui peut être pertinente en intro de cette slide. C'est peut-être, on me demande ce que c'est qu'est-ce qu'on entend par self-service salarié ou portail salarié. Oui, excusez-moi. Le self-service ou le portail salarié, en fait, c'est le self-service. Vous voyez bien quand vous allez dans une cantine avec un mode self, c'est la mise à disposition d'éléments. Et là, c'est exactement pareil au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire que on vous met à disposition des éléments et c'est le salarié qui vient se servir. Donc, ça peut se faire par un intranet, donc un site internet à disposition en interne de l'entreprise, ou alors des applications. Et le salarié vient se connecter à l'application, vient se connecter à l'intranet. Et là, il va avoir les éléments qui l'intéressent, à savoir la demande de congé, la déclaration de note de frais, la déclaration de ticket restaurant, la demande d'acompte, la demande de transfert CET. Enfin, j'en passe meilleur. Je reviens sur qu'est-ce que l'autonomie dans la GTA. D'un point de vue collaborateur, qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer en GTA? Déjà que le collaborateur puisse déclarer sa présence, soit par la badgeuse, soit par un outil comme Chronos ou SolarSys où il va pouvoir déclarer ses heures ou des événements particuliers. Les absences, le salarié va pouvoir déclarer ses absences. Il va pouvoir consulter des plannings le plus souvent. On peut aussi lui mettre à disposition des compteurs. Ça peut être des compteurs d'heures supplémentaires, ça peut être des compteurs d'heures d'annualisation.
Il peut faire des demandes ou des déclarations RH. On a des exemples assez courants chez nos clients avec la déclaration du télétravail, la déclaration des tickets restaurants, la demande de bascule du CET. Vous savez, en fin d'année, bien souvent, on bascule un certain nombre de jours au CET. Déclarer des surcharges de travail aussi, des heures en plus faites en amont de la journée ou en aval de la journée. Il peut déclarer des activités au sens analytique du terme. J'ai passé X heures sur tel projet, sur tel budget, je le déclare. Ça peut être aussi des activités physiques comme les astreintes, avec les interventions d'astreinte. On fait la différence entre les deux. Tout ça, ça peut être à sa main en fait. Ça veut dire que le manager ou les RH ont beaucoup moins à faire. On peut aussi, sur certains modules de gestion des temps, permettre les échanges d'horaires ou de disponibilité entre deux services. Ça se fait beaucoup dans les CHU, par exemple, où il y a des échanges de garde qui se font. Et vous avez aussi des notions qui sont peut-être moins gestion des temps à la base, mais qui s'en rapprochent puisque ça peut être intégré dans la gestion des temps et qui sont plus SIRH de façon générale. Ça peut être des déclarations de changement d'adresse, ça peut être de la signature de contrat, ça peut être des liens vers d'autres briques du SIRH. Vous avez le changement d'adresse, c'est tout simple. Hein. Plutôt que de le faire remplir un formulaire papier, il se connecte sur son téléphone, il indique son changement d'adresse et les RH sont tout de suite informés. Donc voilà. Ensuite, on a une question sur ce point-là. Est-ce qu'on peut transmettre les justificatifs d'absence via le self-service liés à une demande? Oui. D'ailleurs, ça se fait de plus en plus. On a nous Soar6, l'outil qu'on évoquait tout à l'heure, qui le permet. Et pareil sur Chronos, vous pouvez aussi le faire en fonction. Vous pouvez même choisir en fait le motif qui nécessite la mise en place d'un justificatif. Je crois que il me reste un slide sur les managers. Effectivement, sur l'autonomie, le manager, il va y gagner aussi. Alors, ce que je dis là pour le manager, c'est aussi vrai pour les RH. En termes d'alerte, plutôt que le manager recherche dans des fichiers Excel ou aille chercher sur sa pile de papier, sur son bureau, ce qu'il en est des heures supplémentaires faites depuis le début de l'année ou des demandes en cours, le manager peut être alerté sur son application. Donc, c'est quand même, quand je dis son application, c'est sur l'outil. Et il y a toute cette logique de décentralisation, c'est-à-dire qu'on va reporter une partie des tâches qui étaient peut-être avant faites par les RH au niveau du manager qui va pouvoir lui valider, parce qu'il est sur le terrain, il a l'information, il va pouvoir valider les compteurs et les demandes de son salarié, et c'est lui qui va mener la planification parce qu'il connaît les horaires à pratiquer pour que la boutique, si vous me permettez le terme, la boutique tourne parfaitement. On a un nouveau sondage à vous proposer. Je vous le lance. L'idée, c'est de se dire, effectivement, maintenant qu'on a fait le tour de ce qu'on pouvait faire avec un self-service ou un portail collaborateur, est-ce que vous, dans votre entreprise, vous utilisez déjà un portail collaborateur au sens où on l'a décrit, hein, c'est-à-dire un portail où on met à disposition des services RH et où le salarié va de lui-même utiliser ces services RH. On ne parle pas d'intranet, par exemple. Donc, ça peut être de la pause d'absence, de la consultation de planning, du badgeage virtuel. Est-ce que vous utilisez ce genre de solution chez vous? Ou est-ce que c'est peut-être un sujet en cours ou en réflexion dans votre organisation? Donc le sondage est ouvert. Le sondage est ouvert, je partage les résultats. Et la majorité, c'est effectivement oui, à 75%. Okay. Après, on sait que le portail d'une entreprise est plus ou moins avancé. Ça va dépendre des technologies, ça va dépendre des secteurs. Forcément, c'est bien souvent le cas, mais pas toujours au même niveau. Alors, ce qu'on vous propose ensuite, c'est d'évoquer quelques clés en fait pour que ça fonctionne, parce qu'on a dit qu'est-ce qu'était l'autonomie dans la GTA et qu'est-ce que ça pouvait apporter. Mais maintenant, comment la mettre en place avec succès? Alors, bien sûr, on va pas en 5 minutes tout pouvoir dire, mais on va vous donner quelques éléments qui nous semblent importants. Le premier point, c'est de faire collaborer les équipes. Vous êtes on est en GTA, on est sur un outil du SIRH, donc on est entre la DSI et la DRH, la DSI qui va porter la technique avec l'accessibilité et la sécurité notamment, et la DRH qui va avoir des convictions politiques, on va dire RH, avec par exemple le droit à la déconnexion, jusqu'où va son périmètre, quelles sont les règles que je veux mettre en place, quels sont les processus que l'on veut mettre en place dans l'entreprise, et c'est que en faisant collaborer ces deux équipes et en trouvant le juste équilibre entre ces deux pouvoirs, si vous me permettez le terme,
qu'on va pouvoir s'en sortir. Parce que si je vais prendre des exemples très simples, mais si vous avez un DSI qui veut absolument mettre en place le self-service pour que chaque collaborateur ait sur son téléphone, sur son smartphone, même perso, un accès aux outils RH de l'entreprise, mais que vous avez face à lui un DRH qui souhaite avoir un droit à la déconnexion complète dans l'entreprise, ça va pas matcher, ça va pas matcher. On peut pas avoir quelqu'un qui veut un full accès de partout et de l'autre côté quelqu'un qui veut un droit à la déconnexion, ça va pas matcher. Donc là, il faut un équilibre à trouver entre la politique et la technique, entre le DRH et le DSI, pour qu'on puisse proposer le bon outil avec la bonne utilisation, qui soit efficace, ergonome, adapté à la bonne personne. Ça, c'est important aussi, la bonne personne, parce que dans une entreprise, vous n'aurez pas forcément les mêmes besoins pour toutes les personnes, de l'entreprise. Voilà, donc ça, c'est un point de vigilance, c'est l'équilibre et la collaboration entre DSI et DRH. Potentiellement, on va pouvoir ouvrir certaines fonctionnalités à certains profils et fermer d'autres fonctionnalités à certains profils en fonction de leur profil ou de leur usage. Oui, et ça va même être essentiel, ça va être des fonctionnalités, même peut-être parfois des moyens techniques. Je pense par exemple à la badgeuse. À la badgeuse, vous êtes dans une industrie avec un site de production. La badgeuse sera parfaitement adaptée en entrée du bâtiment pour badger, mais ce sera peut-être pas adapté pour la R&D qui sera peut-être dans des bureaux à l'opposé. Et pareil pour les demandes d'absence, la R&D aura peut-être son smartphone, ce qui sera peut-être pas le cas pour un smartphone professionnel, ce qui sera peut-être pas le cas pour les personnes qui sont sur la chaîne de production, qui n'auront pas de téléphone professionnel et à qui ce sera compliqué de demander d'aller badger d'aller demander des congés sur un téléphone personnel. Ce qu'on pourrait faire, c'est leur mettre une borne ou une badgeuse tactile où ils pourraient demander les congés. Et on retrouve un salarié sur la chaîne de production qui est autonome, exactement comme un salarié à la recherche et développement. Voilà. Ce qui sera important, excusez-moi, c'était pas volontaire, mais pour le coup, ça tombe bien avec l'exemple que je viens de vous donner. L'indispensable, c'est d'accompagner le changement, en fait. Ce que je vous dis là, en fait, ça ne pourra pas fonctionner si vous n'accompagnez pas, que ce soit la population de la chaîne de production qui a besoin d'apprendre à utiliser la badgeuse tactile pour poser ses congés, ou la personne à la recherche et développement qui est dans les bureaux et qui maîtrise son smartphone mais qui ne connaît pas encore l'application. Donc voilà, la gestion du changement est essentielle. L'accompagnement aussi avec des outils pédagogiques, ça peut être des flyers, ça peut être une heure de formation, ça peut être un webinar, ça peut être un tutoriel. Ce qui est intéressant quand on vient chercher à mettre de l'autonomie, c'est que les outils sont normalement ergonomiques, intuitifs et faciles à appréhender. Donc potentiellement, vous n'allez pas avoir une charge de formation et d'accompagnement importante. Mais il ne faut pas la négliger. Ce qui sera toujours indispensable dans l'accompagnement du changement, c'est l'intégration. Comme je dis tout à l'heure, on va chercher de l'homogénéité dans notre SIRH et on va chercher de l'homogénéité dans les outils qu'on va mettre à disposition des salariés. Et donc, il faut que ce soit simple, notamment avec peut-être, pour ceux qui connaissent, le SSO, le Single Sign-On, c'est-à-dire que quand j'arrive sur mon PC, je suis déjà connecté à l'application. Voilà, j'ai pas besoin de renseigner un nouveau mot de passe. Donc ça, ce sont des choses intéressantes. Et moi, un point sur lequel j'insiste beaucoup, notamment en cours, c'est d'aller chercher un sponsor et des référents. Vous avez besoin pour ce genre de projet d'avoir des référents, des personnes qui vont être identifiées comme sachantes et qui vont pouvoir vous aider à relayer le bon message, et d'un sponsor. Un sponsor, c'est une personne qui est logiquement bien placée dans l'entreprise et qui va vous appuyer quand il y aura des points de blocage sur le projet, soit en phase de démarrage, soit même quelques mois plus tard quand il y aura un manque d'utilisation ou des petits problèmes à réparer, entre guillemets. On a un troisième sondage très rapide. Et dernier sondage, effectivement, sur ce qu'on vient de voir. Justement, ça nous intéresse de savoir comment ça se passe chez vous. Est-ce que les projets de type SIRH sont plutôt pilotés par vous, par les services RH, par les services SI, par les deux conjointement, ou peut-être par une autre entité, peut-être sur des plus grandes structures avec des entités qui sont habituées à la gestion de projets en globalité? Je laisse le sondage ouvert et puis je vais partager. Ça marche. Du coup, les quelques conseils pour réussir, alors c'est 5 parmi beaucoup d'autres et encore une fois en quelques minutes. La collaboration DSI, DRH, j'en ai déjà parlé, je ne reviendrai pas dessus, mais c'est essentiel. Le réglementaire, ok. Pareil, un point très important, je vous donnais l'exemple des RTT tout à l'heure. Si vous donnez un accès
au compteur de RTT à vos salariés, il faut que les compteurs soient bons. Quand vous leur envoyez le bulletin de paye, vous leur envoyez un bulletin de paye avec les bons compteurs. Donc, c'est exactement pareil avec les applications de gestion des temps. Sinon, il y a une perte de confiance directe en l'outil et derrière, vous n'aurez jamais l'autonomie que vous souhaitez et vous ne serez jamais libéré. Les accompagner dans la durée, j'en ai déjà parlé également. J'insiste peut-être sur la durée, c'est-à-dire que ça se fait pas qu'au démarrage, peut-être que 3 mois, 6 mois, 1 an plus tard, il faut ressonder les équipes pour voir qu'est-ce qu'on peut améliorer, comment on peut faire évoluer l'outil pour encore mieux répondre à leurs besoins. Chacun sa solution, j'en ai parlé également. J'ai donné l'exemple de la badgeuse tactile et du smartphone qui peuvent faire exactement la même chose. Et enfin, prioriser les besoins. J'ai à l'instant évoqué les besoins, mais j'insiste là-dessus, c'est que vous ne pourrez pas tout mettre dans la machine. Vous ne pourrez pas couvrir 100% de vos besoins, même si c'est pour une bonne cause, c'est pour les rendre autonomes et pour vous libérer, vous n'arriverez pas à mettre 100% de vos besoins dans les outils informatiques. Donc, oubliez cette ambition-là et cherchez à prioriser les besoins. Chercher à prioriser les besoins et viser 80-90% des besoins en transformation informatique, transformation digitale, ce sera déjà très bien. Et peut-être qu'au fur et à mesure des mois et des années, vous irez chercher les pourcentages manquants pour arriver à 90-95%. Voilà. Ça, c'est important. Cette notion des besoins, il ne faut pas être trop gourmand dès le début. Je continue et on va terminer même avec cette pyramide avant de vous donner le résultat du dernier sondage. On vous propose ici une petite pyramide de l'autonomie qui commence par la confiance en fait. Avoir confiance en l'outil, c'est le premier point pour tendre vers l'autonomie. Si le collaborateur a confiance, il va s'en sortir. Si ensuite il peut faire justement tout seul, c'est encore mieux, ça va aider. Il va pouvoir faire rapidement, c'est un point supplémentaire. Je vous parlais d'ergonomie tout à l'heure, d'intuitivité. Tout ça, ce sont des clés pour la réussite, pour que le collaborateur puisse être autonome. C'est aussi le cas, je pense à ça maintenant là, c'est aussi le cas pour le manager finalement. Quand vous déportez des fonctionnalités sur le manager, ces 3 points sont également aussi très importants. Le j'apprends seul, c'est-à-dire que c'est bien de faire rapidement, mais quand il y a des nouveautés, il faut qu'il puisse aussi se débrouiller tout seul. Alors, ça peut être aidé d'un flyer, ça peut être aidé d'un webinaire, d'un tuto, ça peut être aidé de quoi que ce soit, mais faut qu'il puisse apprendre seul. Et ce qui va être intéressant derrière, c'est que, et vous voyez, Olaf est heureux, c'est quand il va pouvoir devenir sponsor. Tellement il sera à l'aise avec l'application, tellement il sera à l'aise avec l'outil, tellement il sera autonome, que c'est même lui qui va prêcher la bonne parole et qui va aller dire à ses collègues que l'outil est intéressant et qu'il a tout intérêt à l'utiliser. Voilà, ça c'est notre pyramide d'autonomie, c'est notre vision des choses et c'est aussi un axe de travail pour nous en fait. Voilà. Tu as je crois Delphine, le résultat du 3e sondage. Oui, tout à fait. Il a été publié normalement. Effectivement, majoritairement, les projets sont menés par à la fois les SI et à la fois les RH conjointement. C'est intéressant. Donc, d'où l'équilibre et de la notion de... Voilà, il faut que tout le monde s'entende. Okay. Alors, on a quelques questions. Hop, je reprends les questions. N'hésitez pas, vous pouvez les poser via le chat. Hop. Alors, on a une question sur, justement, quand on parlait de la pause d'absence dans le self-service, est-ce que vous pensez qu'on peut ouvrir tous les types d'absences via le self-service? Est-ce qu'on peut donner accès à toutes les absences aux salariés? Ce serait probablement pas une bonne idée. Techniquement, c'est possible, mais ce serait probablement pas une bonne idée parce que toutes les absences ne sont pas traitées de la même façon. Pensez à vos absences maladie, par exemple, ce qu'on appelle souvent les absences sécurité sociale ou absences DSN. Vous n'allez pas les traiter de la même façon qu'un congé payé ou qu'une demande d'événement familial. Donc, oui, techniquement, c'est possible, mais c'est bien souvent ce qu'on ne fait pas, puisqu'elles n'ont pas les mêmes règles de gestion derrière. Elles n'ont pas le même valideur, par exemple. Elles n'ont pas les mêmes contraintes au niveau des justificatifs. Il n'y a pas les mêmes délais parfois de pause. Les absences DSN sont souvent subies et pas anticipées, donc on ne va pas avoir la même gestion. Une question sur le SSO. Est-ce que tu peux préciser ce que c'est l'intégration? Oui, en fait, quand je parlais d'intégration tout à l'heure, je suis passé rapidement. En fait, je vous donnais l'exemple du SSO où on pouvait se connecter sans mot de passe. L'idée, c'est vraiment que le collaborateur, quand il arrive sur ces outils RH, faut que ce soit homogène. En fait, quand je parlais d'intégration, c'est comment j'intègre ma gestion des temps dans l'existant SIRH. Et si demain je viens avec une nouvelle brique formation, faut que cette brique formation soit aussi intégrée. On peut pas demander au collaborateur, si on veut qu'il utilise l'outil et qu'il soit autonome, on peut pas lui demander de se connecter à un endroit avec Mozilla
avec un mot de passe, un endroit avec Google Chrome avec un deuxième mot de passe, et un troisième outil RH sur Internet Explorer avec un quatrième mot de passe. Et puis je pourrais exagérer en disant qu'il y a le smartphone et puis qu'un outil avec un CD aussi qu'on met dans le PC. Enfin, j'exagère, mais voilà, faut que ce soit homogène et que ce soit intégré dans le SIRH, d'où l'importance de ces postes qui existent maintenant, responsables SIRH. Alors après, on a une remarque, c'est pas tout à fait une question, c'est une remarque sur le fait de sélectionner les besoins qu'on va mettre dans l'outil. Alors on parle de self-service, mais c'est de dire que c'est un peu difficile à entendre, de dire qu'on peut pas tout dématérialiser, on peut pas tout mettre dans l'outil lancement du projet. Alors, ça peut être difficile à entendre, mais c'est aussi dans votre intérêt, en fait. Parce que en termes de gains, j'ai envie de dire, de retour sur investissement, je vais vous donner un exemple très simple. Vous avez racheté des entreprises et vous avez 10 personnes sur les 2000 que vous avez qui sont issues d'un rachat et qui profitent d'un accord réglementaire très particulier sur les RTT. Est-ce que vous allez demander au consultant qui va mettre en place la gestion des temps de mettre cette réglementation très particulière et très compliquée en plus pour 10 personnes dans votre gestion des temps? Ça va vous aller, on va dire 2 jours, j'exagère un petit peu, mais 2 jours, et puis à votre paye, ça va prendre aussi du temps de paramétrer, 4 jours pour 10 personnes qui en plus vont potentiellement partir à la retraite dans 2 ans parce que c'est issu d'un rachat ancien. Voilà, est-ce que j'investis 4 jours pour 10 personnes alors que je peux le faire à la main en venant forcer les valeurs? C'est le genre de choses où il faut se poser la question. Qu'est-ce que j'ai intérêt à faire? Quel est le poids de cette population ou quel est le poids d'usage de ce réglementaire par rapport à l'ensemble de ma population et du temps que j'ai à passer? Est-ce que je vais pas plutôt gagner du temps et de l'argent à le faire rapidement à la main plutôt que de vouloir le faire absolument dans les outils? Okay. Est-ce que vous avez peut-être d'autres questions ou remarques d'ailleurs sur vos expériences vécues en ce moment chez vous, dans votre organisation, dans votre entreprise? Je sais que vous avez des profils très différents, notamment des secteurs d'activité très différents. Je sais que parmi les personnes présentes, on a des gens qui viennent du privé, de secteurs industriels qui, par exemple, sont peut-être moins enclins parfois à développer un portail salarié ou à ouvrir un portail salarié. On a des personnes qui travaillent dans des collectivités parmi les participants. Votre expérience, je pense, nous intéresse aussi, intéresse les participants. N'hésitez pas à partager sur vos réussites, ou peut-être vos difficultés. Ok, écoutez, je pense qu'on n'a pas d'autres questions. Enfin, une dernière vérification. J'en profite pour vous dire que nous serons présents sur d'autres sessions Webikeo en septembre sur la gestion des temps de travail et notamment sur un sujet qui me tient beaucoup à cœur ici, c'est comment tuer Excel. Quand on utilise une solution de gestion des temps, comment faire en sorte que les fichiers de suivi des temps, de planning qui traînent peuvent être éliminés. Et puis je vois aussi, une question sur les pointages. Si nous constatons des défaillances de pointage par les collaborateurs, on oublie un collaborateur à l'extérieur, comment permettre une modification aux collaborateurs tout en gardant le contrôle? Alors c'est une très bonne question, c'est un exemple que je m'étais noté dont je n'ai pas parlé, c'est que vous avez ici un bon exemple d'autonomie, c'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui permettre aux collaborateurs de proposer la correction, de ne pas corriger lui-même, mais de proposer la correction. Et la correction peut être validée par différentes personnes, ça peut être le manager ou les RH. Donc là, c'est un très bon exemple d'autonomie pour le collaborateur et de temps libéré pour la RH, parce que si par exemple on donne cette validation au manager, l'outil permet aux collaborateurs de poser la correction et au manager de valider, et le RH, il n'a rien à faire. Voilà, parce qu'il fait confiance au manager. On part de ce principe-là. Sachant qu'on garde toujours une trace des Oui, pointages, bien sûr, des corrections, des pointages oui, réels. les outils en général le permettent, et SourceSys et Chronos évidemment. Donc effectivement, on vous donne aussi rendez-vous en septembre pour un webinaire sur la gestion des temps de travail avec comment tuer Excel, et puis en octobre sur une autre étape des projets, c'est-à-dire une fois que vous avez décidé que vous aviez besoin de vous équiper, de changer vos processus et notamment d'acquérir une solution. Ça peut être, on va vous parler de projet de gestion des temps, mais ça peut être une solution SIRH. Comment le chiffrer? Comment chiffrer les retours sur investissement? Comment trouver les bons arguments en interne pour convaincre votre direction et passer le cap du projet? Voilà, écoutez, on a légèrement dépassé de la demi-heure. On va vous remercier et puis vous souhaiter une bonne après-midi. Merci à tous de votre participation. Merci Jérémy. Avec plaisir. Et puis à très bientôt.
Au revoir.